Troisième chronique, on va revenir avec notre spécial Québec. Ah, c'est vrai. Et là, ce coup-là, on va y aller. Tu veux-y aller, Pierre, avec la IWS? Oui, mon but était oui. de faire un peu le survol des feds qui existent au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à faire ma recherche avec la IWS qui est ici à Montréal. Et juste ça, j'en ai pour 20 minutes à vous en jaser. Puis, je vais le faire. Fait que, en fait, avant de commencer de parler de la IWS, Pat, est-ce que tu étais là au début de la IWS? Est-ce que tu suivais? Est-ce que tu étais présent au début de l'IWS, fin 90? Non, moi j'ai commencé à m'impliquer puis à suivre la lutte québécoise à l'automne, en fin août, début septembre 2001. La IWS venait de commencer l'année d'avant, en fait 99. 98. 98, mais plus régulièrement 99. Exactement. Mais c'était relativement encore nouveau, Oui. la IWS, là, à ce moment-là. Mais moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé août 2001. Là, ça a été mes premiers shows réguliers là, où j'allais voir de la lutte au Québec. Quelle fédération t'allais voir dans ce temps-là? Quelle fête? J'ai le tout premier que j'ai vu. ICW? En fait, le premier, c'est la NCW au Billard 99 en août 2001. C'est vraiment là que j'ai pogné quelque chose. J'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais il y avait un lutteur qui s'appelait Steven the Sweet Boy, et puis il était dans l'arène et il dit... Puis déjà là, il y avait une proximité avec l'arène, avec les lutteurs, que je retrouvais pas quand j'allais voir des shows au Centre Molson à l'époque, Centre Bell ou Forum. Et puis, il dit au micro, il dit je viens d'Hochelaga Maisonneuve, et moi, je suis fier d'être d'Hochelaga. Alors, je dis, moi aussi... Mais là, moi, je réalise pas que c'est un heel. Et là, il me dit, toi, ta gueule. Et je suis comme fait, oh shit, ils te répondent. Et là, j'ai pogné quelque chose. J'ai pogné quelque chose avec cette proximité-là, avec cette improvisation-là où ils te font réagir, puis ils réagissent 2 fois plutôt qu'une. Ça, j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai été voir la ICW. C'était les 24 heures de la ICW à la fin août, début septembre 2001. J'avais été voir la FLQ la veille, en fait, le vendredi. C'était le vendredi, la FLQ. Et puis, j'écrivais à l'époque sur un site qui s'appelait attitudeqc.com, qui était le webmaster. C'était un de mes bons amis, encore un de mes bons amis, Philippe Leclerc, qui, lui, était sous le surnom de Big Show, parce qu'il était imposant comme pièce d'homme. Et moi, j'avais commencé à écrire des chroniques sur ce site-là. Puis moi, mon nom, c'était Big Sexy, parce que j'étais un gros fan de Kevin Nash. À tort ou à raison, mais j'étais un gros fan de Kevin Nash. Puis, là, lui a commencé à s'impliquer avec la FLQ. Il est devenu vice-président de la FLQ dans les storylines. Et puis, moi, le premier rôle que j'ai eu, c'était à la FLQ le 14 septembre 2001. Puis, je me rappelle la date parce que c'était un vendredi. Puis, la première chose que j'ai fait dans le monde de la lutte au Québec, c'est de sonner. J'étais le sonneur de cloche. C'est le premier rôle que j'ai eu. Et j'ai sonné les 10 coups pour commémorer la mémoire des victimes de 9/11. Donc, c'était 3 jours après. Donc, c'était le 14 septembre 2001. Puis, je suis devenu un personnage dans le show par la suite, un gérant. Puis là, c'est là un peu que ça a décollé. J'ai été à la FLQ pendant 1 an. J'ai été à la ICW. Ensuite, pendant 1 an et demi à peu près, où là, j'ai eu encore plus de ring time. J'étais commissaire, gérant. Qu'est-ce que je faisais? Animateur. C'était moi l'annonceur. J'étais là tout le temps. Là. J'étais dans leur face tout le temps. Puis il y a beaucoup d'improvisation à la ICW. Fait qu'il y a encore des choses aujourd'hui que je fais parce que j'ai appris à improviser avec la ICW. J'ai lutté à quelques reprises, assez pour savoir que je n'étais pas fait pour lutter. Mais je me souviendrai toujours, j'avais eu un match contre Francis Coprou, qui était la nièce de Luigi Pou, la fille de Serge, qui étaient les promoteurs de la ICW. Puis ce match-là a eu lieu parce qu'à un moment donné, j'ai improvisé. J'étais heel, puis elle était babyface, puis elle était aux abords du ring. Puis je faisais semblant de m'approcher vers elle, comme pour l'attaquer par en arrière, puis la foule devenait folle. C'était une foule très old school, la ICW. Puis à un moment donné, je l'ai pogné par les cheveux, je l'ai garoché sur une guardrail. Il n'y avait rien de planifié là-dedans. Wow. Puis ça menait à un storyline entre moi et elle. Pendant plusieurs semaines, qui a mené à un gala spécial où j'ai lutté contre elle. Si je gagnais 25% des parts de la compagnie. Et si je perdais, je devais me déguiser en femme.
Alors, On comme devine il y a que rien- tu t'es déguisé. comme il n'y a rien d'arrangé dans la lutte, j'avais déjà été acheter une robe Ouais. au Village des Valeurs plus tôt dans la journée. Et puis, Francisca elle-même a participé à ma transformation backstage C'est drôle. pour revenir plus tard. Donc, tu sais, ça a été... La ICW était un bon univers pour ça, pour improviser, pour apprendre. Et je pensais même pas que j'étais prêt à ce moment-là pour ça. Puis, je me souviens, j'avais été voir Lufisto, puis j'y avais demandé, tu sais, avant de prendre ma décision, si elle, tu sais, ce qu'elle en pensait. Puis elle m'a dit, ben non, elle dit, t'es prêt, tu vas être correct, fais-toi-en pas. Puis j'ai fait le saut. Puis à ce moment-là, c'était controversé parce que la FLQ, puis tu sais, les promotions, les lutteurs restaient pas mal dans leur même promotion. Ils voyageaient pas autant qu'aujourd'hui où tout le monde lutte partout. Donc, puis il y avait une guerre entre la ICW et la FLQ à l'époque. Et quand tu étais à la ICW, tu n'avais même pas le droit d'aller voir des shows de lutte ailleurs. Bon, Puis on acceptait ça pour aucune bonne raison quand je regarde ça avec mes yeux de 2024. Ouais. Mais à l'époque, c'était ça. Tu sais, parce que tu te dis, OK, ben si j'en fais plus là, où je vais en faire, Ben oui. tu sais. Alors voilà, mais ça a été quand même des beaux moments. Puis à travers tout ça, ben, j'ai connu la IWS. Où j'ai commencé à aller voir des événements avec des amis. C'était au Scratch de Laval. Oui. C'est d'ailleurs à la IWS que les fameux tout qu'on entend dans les shows de lutte, ben, c'est mon groupe d'amis qui a commencé ça. Puis ils ont commencé ça à la IWS avant d'amener ça au centre, au centre Molson, Bell, peu importe, au centre Molson à l'époque, où deux de mes amis, puis un en particulier, a vraiment convaincu la foule dans notre section de le faire. Puis là, ben, après ce show-là, c'était un événement télé, Rose McDonald, je me souviens plus par cœur. Puis ben là, à la fin, cette section-là faisait des tout. Puis là, on pouvait l'entendre durant l'émission. Puis là, ben, ça a spiné, mais ça a commencé au Québec. Wow. Mais plus précisément, ça a commencé à la IWS. Parce que mes amis trouvaient Tim White, l'ancien arbitre, très intense. Tim White faisait des tours, il regardait l'annonceur, puis c'est tout! Puis c'est parti d'une imitation de Tim White. Wow. Puis c'est devenu aujourd'hui. Qui ça est devenu simplement 2 par la suite en France qu'on a Simplement, ben oui, entendu. effectivement, tu sais, c'est parce que Christophe me l'a dit que les simplement 2 ont été influencés des tout que les gens faisaient. Eux autres l'ont tout simplement mis, Philippe l'avait tout simplement francisé avec le simplement 2, tu sais. Donc, il y a un peu de la IWS et de ce groupe d'amis-là qui est dans les simplement 2 qu'on a entendu au Backlash là, en France. Ouais. Fred, ben, je vais faire un peu le pedigree de la IWS, qui est la International Wrestling Syndicate, qui est une promotion de lutte basée à Montréal, mais qui était à Laval dans ses premières années au Scratch, justement. À l'origine, ça s'est fait, les premiers galas ont été... en fait, ça s'appelait la Dawson Wrestling Federation, parce que c'était basé sur le campus de Dawson, où ils se sont fait un peu crisser dehors. Par la suite, il y a eu juste un spectacle qui a été fait là, puis après, ça a continué ailleurs. Avant la IWS, c'était le Internet Wrestling Syndicate. Et fait que c'est une promotion qui existe depuis 1998. C'est Sexy Eddie qui a fondé ça, ou qui a parti le premier gala, qui était justement à Dawson. Ouais. À Dawson, c'est Sexy Eddie. C'était un show que Sexy Eddie avait organisé. Par contre, ceux qu'on va appeler vraiment les vrais fondateurs de la AWS, c'est plus Manny avec Nick Patterson. Ouais. C'était plus ces deux gars-là qui ont parti la AWS. Qui ont pris la balle au bond de ce gala-là et qui ont parti la AWS. Fait que ça, c'est... Eddie, c'est ça, s'est joint à, comme tu dis, Manny et Nick Patterson pour former le World Wrestling Syndicate. Fait que c'était le WWS avant. Et ils ont eu leur premier show, le Blood, Sweat and Beer, un gala qui existe encore, chez Wally's, le 17 juin 1999. J'ai aucune idée c'est où. C'était un bar dans le centre-ville où Manny, Eddie, puis je pense Nick Patterson étaient assis, ou en tout cas les trois, ou minimalement 2 des 3, puis à un moment donné, de la façon que le bar était fait, il y avait des grosses colonnes, puis il y avait un gros espace vide entre ces colonnes-là, et ils ont eu l'idée de monter un genre de ring qui serait au milieu de ces colonnes-là. Ah, ok. Donc, les colonnes servaient un peu de coin de ring, si tu veux.
Fait que c'était pas un vrai ring, mais ils ont comme monté quelque chose là pour faire un show au Wally's Pub devant public. Là. Donc, c'était des débuts, relativement, je veux dire, rudimentaires. Modestes. Qui s'associe un peu ou qui s'approche du backyard. Là, oui, complètement. C'était ça la AWS au tout début. Évidemment, là, on est à des années-lumière de ça, mais c'est un peu comme ça, là, ça a commencé. Ouais. Ils ont eu leur dernier show à cet endroit-là le 8 avril 2000, où c'était le show Praise the Violence, qui était le dernier show en fait de la WWS, qui après est devenu la AWS, qui a eu son premier spectacle au Medley, qui Praise the Violence le 31 mars 2001. Fait que c'est ça que la AWS a commencé à promouvoir des spectacles au Scratch de Laval, devenant ainsi son lieu principal, puis qu'elle allait être vraiment leur place pendant les 2 prochaines années. Et, ça a changé de nom, c'est devenu Internet Wrestling Syndicate parce que ils ont commencé à avoir un investisseur qui était Wild Rose Production, qui était une compagnie de films porno. Ouais. Alors, qui était associé à ça. Et d'ailleurs, il y a quelques actrices qui ont eu des rôles dans le show, dont la femme du propriétaire de Wild Rose, Carol Cox, qui avait un rôle un peu de valet gérante, là, où qui a été impliqué, qui a été impliqué à certains moments. Il y en a eu certaines autres également. Donc ouais, c'est là que le nom est devenu Internet Wrestling Syndicate. Voilà, écoute, tu pourrais la faire au complet, ma chronique sur scène. Je m'excuse, mais je pourrais parler de la AWS pendant 1 heure de temps. C'est parfait. Est-ce que tu serais capable de me dire qui était dans le premier match Bring Your Weapon match? Là, tu gosses. Là, tu veux montrer que j'en sais pas tant que ça. Non. En fait, fait, AWS, j'ai pas cette mémoire-là. Écoute, qui a fait le premier match. Moi, je l'ai là parce que j'ai fait des copier-coller dans Wikipédia, je suis pas fou. C'est Hardcore Ninjas, que je sais pas si c'est quelqu'un qu'on connaît bien maintenant. Hardcore Ninjas, ou c'est juste quelqu'un qui est arrivé et qui est reparti? Les Hardcore Ninjas, c'est une équipe. C'était Ninja numéro 1, Ninja numéro 2, deux gars de la Rive-Nord, de Montréal, qui ont été permis, parce que la AWS rapidement a eu par son style de lutte qui était un peu plus hardcore, a eu une association avec la CZW, la vieille CZW, qui était elle aussi un peu plus très hardcore. Ouais, c'est ça. Puis les Hardcore Ninjas sont permis, là, les premiers, à être sortis du Québec pour aller justement lutter à la CZW à l'époque pour des peanuts. Là. Ouais, c'est pour vrai, là, c'était rien à comparer à ce que les Kevin Steen et El Generico auront par la suite. Et même là, c'était pas des gros chars, mais c'était quand même mieux que... Excuse-moi, que les Ninjas avaient. Donc, oui, les Ninjas font partie là, du lore québécois des légendes de la IWS. Chaque fois qu'il y a un show anniversaire, les Ninjas sont souvent impliqués. Ils reviennent souvent. Les Ninjas, Arsenal, Motivator of Madness, PCP Manny, là, ça fait partie des premiers personnages là, qui ont vraiment marqué les débuts de la IWS. Ils se battaient justement dans le premier Fans Bring the Weapon match. Je pense que c'est eux qui ont inventé la gimmick, si je me trompe pas. Là. C'est un genre de gimmick fort pour eux, là, qui est quand même souvent... qui font à chaque fois qu'il y a un unfucking sanction... J'ai le goût de te dire que ça a été inventé au Japon, mais je suis pas certain à 100%. La majorité des gimmicks partent du Japon, là. Ouais, c'est ça, mais continue, puis je vais peut-être pouvoir te trouver la réponse. Ben écoute, les Hardcore Ninjas se battaient contre PCP, FN Manny et Green Phantom qui était en équipe, bien évidemment. Le 14 juillet, à Sacred for Life, c'est El Generico qui fait ses débuts en lutte, puis... Fait que il a commencé à la AWS, bien sûr. Le 16 août 2003, Pierre-Carl Ouellette et Kevin Steen font leur début aussi à la AWS à Born to Bleed. Le 18 octobre, Blood, Sweat and Beers, qui je trouve est un des plus beaux noms de gala. Là. Blood, Sweat and Beers, c'est parfait. PCO a battu El Generico, Kevin Steen dans un triple menace. Ça devait être écœurant ce match-là. Là. J'ai vu, si je me trompe pas, c'était le match de l'année. C'était le match de l'année au Québec en 2003. Ouais. Puis l'histoire derrière ça, c'est que Jacques Rougeau avait permis à Kevin Steen, à tous ses élèves, de lutter sur le circuit indépendant durant l'été, durant l'automne. Ben, en fait, une
petite partie de l'automne, mais surtout durant l'été. Donc, il y a des élèves de Jacques qui se sont retrouvés un peu partout, à la CCW, à Québec, à la FLQ à Montréal, à la IWS également. Et puis, en prévision de son gala au Colisée de Laval en décembre 2003, il avait demandé à tout le monde de revenir temps plein pour lui, pour pratiquer leur match en vertu, tu sais, en prévision du gala au Colisée de Laval. Puis là, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, dont Kevin. Puis Kevin a plaidé à Jacques de le laisser continuer sur le circuit indépendant, malgré le fait, il dit, je vais te prioriser, je vais être disponible pour tous tes shows, mais laisse-moi lutter sur le circuit indépendant. Ah oui, Jacques a jamais voulu. Donc, Kevin, puis les gens pensent que Kevin est parti, ce qui n'est pas vrai. C'est Jacques qui a dit, il faut que tu fasses un choix. Là, au téléphone, là. Wow. Puis il y a eu une hésitation et Jacques a dit, parfait, j'ai ta réponse. Il dit, juste que tu saches, tu perceras jamais à WWE sans moi. Puis il a raccroché. Et l'histoire s'est écrite d'elle-même après ça. C'est ça. Paul. J'ai pas d'autres commentaires à ajouter. Oh, c'est bien parfait. Mais c'est là que Kevin a commencé à lutter temps plein pour temps plein. Temps plein sur le circuit indépendant. Non, sur le circuit indépendant, mais la AWS a fait partie des premières promotions, évidemment. Mais là, tout le monde voulait avoir Kevin Steen. Puis rapidement, il s'est développé cette chimie-là avec El Generico. Oui, puis ils ont eu leur premier match le 15 novembre à Payback the Bitch. Donc, Generico et Sting qui se sont battus. C'est la ECW qui a inventé les Fan Brands of Weapon. Voilà. Très cool. Est-ce que le SPAG, est-ce que ça dit quelque chose? Ben oui, le SPAG, en fait, c'est une salle de lutte que récemment, la AWS a réutilisée. Okay. C'est devenu le Bain Mathieu par la suite. Le Bain Mathieu s'appelait avant le SPAG. Donc, c'est là qu'ils avaient fait, entre autres, leur show au 5e anniversaire de la AWS, où il y avait Sid Justice qui faisait un retour. Personne dans le monde de la lutte comprenait ou croyait que Sid faisait un retour. Ça s'est passé là. Et moi, j'étais là. Et Sid a fait une promo qui, à ce jour, est une des promos les plus whack et les moins compréhensibles et les moins logiques que j'ai entendues. Au point que la foule s'est revirée contre Sid en chantant Shut the fuck up à Sid. Et moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit, Pat, de la manière que Sid a l'air d'être en ce moment, c'est la dernière chose que je voudrais crier. Et j'ai comme fait bon point et j'ai laissé les autres chanter. Il y avait des petites personnes à un moment donné qui sont arrivées. Il y a eu des gars avec des bonnes nylons. Écoute, c'était un peu... C'était quand même weird comme show. Et si je me trompe pas, c'est même moi fidèle, c'est ça, ce show-là, que El Generico a battu PCO pour gagner le titre. Non, pas PCO, il a battu Arsenal. Generico a battu PCO et Steen a gagné... A battu Generico. Parce que plus tôt dans le gala, a gagné un match pour être le number one contendant. Exact. Les deux ont eu le titre dans la même soirée. Les trois. Exactement. PCO, Generico et Steen, dans la même soirée, étaient champions. Et Steen a terminé le show champion. Oui, exactement. Donc, c'était ça au show anniversaire. Pour moi, c'était en 2004, là. Quelque part, 15 juin 2004. En juin 2004, c'est ça. Exactement. Donc, ça fait 20 ans. Ça a fait 20 ans, il n'y a pas longtemps. Oui, il y a quelques jours déjà. Écoute, on pourrait en parler longtemps là, à la AWS. Mais il y a eu des gros noms qui ont passé par là. Chris Hero, Super Dragon. Il y a eu j'ai ça quelque part plus les bas. Briscoes. Exactement, oui. La première fois que j'y étais, c'était un match pour des Young Bucks contre TDT. Les Young Bucks, les Young Bucks étaient là. Tout un match incroyable. Kevin Nash, Christian Cage, Christopher Daniels. Il y a eu les Dudleys qui ont été là. Il y a eu Mustache Mountain, Pete Dunne et Big Rick. C'est ça. Écoute, j'avais nommé quelques gros highlights. Sabu oui, c'est vrai, Sabu est venu dans le... Je l'ai noté quelque part, mais Sabu était là aussi. Est-ce que tu sais la raison pourquoi ils ont arrêté en 2010 et qu'il y a eu une pause jusqu'en 2014? C'est comme pas clair dans mes recherches. Oui, j'essaie de me souvenir la raison.
qu'on me dit, en fait, j'ai pendant longtemps, j'avais pas la bonne raison. Puis quelqu'un me l'a dit récemment, mais là, j'essaie de m'en souvenir. Ils ont fait leur dernier gala le 9 octobre 2010 au Club Soda, qui est quand même un gros événement. Là. Ouais, ils ont arrêté pendant un certain temps. Mais là, j'essaie de me souvenir, puis j'ai plus la raison. Il y a tellement pas de problème. Là. Ouais. C'est ça, AWS, je me suis attardé sur la AWS parce que moi, écoute, j'étais au Unity et j'ai vu le match d'échelle de Mike Bailey contre Matt Angel, qui, si je me trompe pas, devait être dans le top 3 des meilleurs matchs de lutte de cette année-là, qui était 2000. Bailey et Angel, habituellement, ça gagnait le match de l'année. J'étais là pour le match d'échelle et c'était complètement débile comme match. C'était fourette. Surtout au Unity, c'est tout petit. C'est tellement petit. Tu te piles un sur l'autre, mais c'est tellement le fun. C'est tellement cool à voir. L'atmosphère était écœurante. Mais ça, moi, j'ai vu les Young Bucks au Unity, puis c'était un peu invraisemblable. Quand tu le regardes aujourd'hui, t'es comme, voir ces gars-là aussi gros noms-là dans une petite place à 250 places. Puis en plus, les Young Bucks, ils étaient là la journée que Kevin et Sami étaient au Centre Bell pour un house show. Ouais, exactement. La WWE, il avait fait un épisode de... Comment ça s'appelait le show des Being the Elite? Being the Elite. Et il avait fait un épisode de Being the Elite où Sami et Kevin faisaient des caméos dans le... Ouais. Ils pouvaient pas se nommer comme tel, mais ils ont fait des caméos parce qu'ils sont amis avec les Bucks, là, évidemment. Ouais. Très drôle. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça quand ils ont sorti l'épisode sur les internets, les vedettes de l'internet. AWS, si vous êtes à Montréal, vous voyez qu'il y a un gala qui se passe. C'est tout le temps. Si vous aimez pas la lutte hardcore, par exemple, où on se crisse des coups de néon là, dans le dos, parce qu'il va y avoir au prochain gala PCP FN Mani contre le débile Nick Gage. Fait que si vous voulez voir des vieux monsieur se taper dessus et saigner beaucoup, là je dis vieux monsieur pour des lutteurs là, ils sont pas vieux, ils sont juste maganés parce qu'ils ont si vous voulez voir un décès aussi, c'est le show à aller là. Exactement. Je veux dire, je vois pas comment un des deux va sortir de là vivant littéralement. Mais oui, tu sais, il vouloir s'accoter un à l'autre. Je fais des farces, mais en même temps, je fais pas des farces. Ouais. C'est le genre de match où ça pourrait mal tourner. J'espère que tout va bien se passer. Mais j'étais là au dernier show quand Manny a fait sa chute du haut du balcon. Et puis, ça aurait pu être plus dangereux que ce que ça a été. Manny s'en est tiré à bon compte. Mais oui, cette association-là avec la GCW, avec Game Changer Wrestling, fait en sorte que, bon, oui, c'est deux promotions qui aiment aller dans le côté plus extrême de la lutte. Donc, c'est ça que ça donne. Ça peut donner des fois d'excellents matchs, mais également d'autres matchs où c'est un peu plus cringe de voir comment les choses finissent par être. Manny et Gage, soit ça va être le match que tout le monde va parler de ce match-là à la fin de l'année pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il y a un clip qui va ressortir de là où tout le monde va faire... c'est soit ça va être un des meilleurs matchs de l'année pour ce que ça va être, ou ça va être comme un des pires clusterfuck qu'on va voir depuis longtemps. Mais dans les deux cas, tu vas être là pour dire « mais j'étais là ». Tu comprends? J'étais là. Donc, c'est un peu ça qui va arriver au prochain gala. Mais tu sais, oui, la AWS est toujours positionnée au Québec comme étant cette promotion-là, un peu plus extrême, un peu plus hardcore. Tu sais, moi, j'ai vu quelqu'un passer au feu où on a failli l'échapper. Là. Moi, d'ailleurs, je déteste le feu là, dans la lutte. Et le kid a quasiment brûlé pour vrai. Là. Tu sais, fait que des fois, tu sais... puis bon, ça fait longtemps de ça. Ils ont eu une période un peu moins hardcore, là, un peu moins extrême. C'est quand Kevin est arrivé, quand Generico a commencé à se développer, quand PCO luttait là un peu plus régulièrement, Excess avait commencé à lutter là également. Et puis bon, il commençait à avoir des lutteurs qui savaient un peu plus lutter avant. Il y avait beaucoup de... Tu sais, les gars avaient appris à la bonne franquette. Là. Ils avaient appris dans le backyard. Les Ninja, Manny, Arsenal, Green Phantom. C'est tous des gars qui ont un peu appris par eux-mêmes. Puis, bon, évidemment, qui sont capables de lutter maintenant, mais qui donneront pas le genre de match 5-star qu'on est habitué de voir ou qu'un Bailey Angel va te donner. Tu sais. Et puis...
mais c'est devenu des légendes de la IWS, Phantom, entre autres, qui est un personnage de... Il y a peu de personnages au Québec qui ressemblent le plus à un vrai super-héros de bande dessinée que Green Phantom. Qui est là tout de vert vêtu, puis qui est vraiment un vrai super-héros, mais en 3D. T'sais. Donc, la IWS a permis, oui, à des gars comme Kevin, puis à Rami, à Sami Zayn, d'avoir une plateforme, puis d'être connus. La IWS, la première fois que Kevin et Sami ont lutté aux États-Unis, c'est CZW à l'automne 2004. Puis, c'est parce que, justement, il y avait eu la CZW voulait avoir un match de Sexy Eddie. En fait, Sexy Eddie était, durant l'été, avait fait Tournament of Death pour IWA Mid-South. C'était IWA Mid-South à l'époque. Puis, il avait fait un stunt improvisé où il s'était coupé avec de la vitre une artère un peu du bras. Puis là, le sang pissait, mais pissait comme... Tu sais, comme en haut, comme mettons, imaginez-vous une fontaine, là, vous buvez de l'eau dans une fontaine, ben l'eau qui sort, là, mais c'est un peu comme ça. Et Eddie, en transe dans ce qui se passait, a décidé d'envoyer le jet directement dans sa bouche. Et à ce moment-là, avec le peu de ressources qu'on avait pour avoir des vidéos virales, parce qu'on parle de ça en 2004, ben c'est devenu viral. Peu importe ce que viral était en 2004, là, il y avait YouTube. Puis c'était à peu près ça, là. Puis c'était dans les débuts de YouTube. Il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi accessibles qu'aujourd'hui. Là, MySpace, là, c'était rien à comparer à ça. Puis MSN Messenger aussi. Donc, c'est devenu viral. Et là, ben, ils voulaient avoir Eddie à la CZW. Puis en même temps, ils ont dit, ben, amenez-nous d'autres de vos lutteurs. On va faire un four-way. Fait que ça a été Kevin Steen, El Generico, Sexy Eddie, puis Excess 69 qui ont été là. Puis ça a été le match de l'année à CZW. Une semaine après, il était booké à Jersey All Pro Wrestling, Kevin et Generico. Puis il y avait en fait, c'est grâce à Steen qui a été se battre contre Roderick Strong à à New Jersey Pro Wrestling. Et c'est par la suite que c'est devenu IWS International Wrestling Syndicate et plus Internet Wrestling Syndicate parce qu'il a été défendre le titre à l'international. Dans un autre pays. Exactement. Ça change de nom grâce à Kevin Steen qui a été se battre au New Jersey contre Roderick Strong. Exactement. Puis là, ben, c'est Super Dragon qui les a vus à CZW puis à Jersey All Pro. Puis là, il les a bookés à la PWG. Puis c'est la PWG qui a vraiment été... Ouais. Ben oui, parce que Ring of Honor, au début, ça n'a pas beaucoup marché pour Kevin puis Rami. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans cet été-là avec les deux gars. Puis, à un moment donné, ben... Gabe Sapolsky, qui était le booker de l'époque, les pensait pas assez près. Puis, il a arrêté des bookers. Puis, ben, ils ont continué. Kevin a été au Japon, puis ensuite PWG. Sami a continué à aller à PWG. Puis, c'est vraiment la PWG qui les a mis sur la map. Puis, qui a fait en sorte que Ring of Honor les a ramenés quelques années après en équipe. Puis là, c'est là que ça a vraiment décollé pour les deux à Ring of Honor. T'sais. C'est une histoire que je connais un peu par cœur. Oui, surtout, faisait un peu partie de l'histoire. Ben, je l'ai vécu avec eux autres. T'sais, moi, j'ai fait des allers-retours Montréal-New York avec eux autres. Le pays qu'on a fait, c'est Montréal-Philadelphie aller-retour. Tout ça pour sauver une chambre d'hôtel parce que les gars n'étaient pas assez payés même. À partir du moment où tu loues une chambre d'hôtel, ils faisaient plus d'argent. Puis je pense qu'un des deux travaillait le lendemain parce que tu avais un horaire quand même. Il fallait que tu continues à travailler. Puis on a fait Montréal-Philadelphie aller-retour. Mais Montréal-New York, on l'a souvent fait. De temps en temps, là, on restait chez quelqu'un ou dans une chambre d'hôtel avec... Je me souviens qu'une fois, on était alignés, mais dans l'autre sens de 2 lits doubles. Là. Pas dans le sens du lit, mais dans l'autre sens pour fitter plus de personnes. Il me semble que moi, j'étais à terre. Quelqu'un d'autre était à terre aussi. On était comme beaucoup dans cette chambre. Il me semble qu'il y avait Austin Aries là-dedans. Il y avait d'autres lutteurs indies de l'époque. Tu sais, c'était ça. Tu sais, c'était pas... Jeune et fou. Ben oui, parce que tu sais, tu veux faire ton nom. Ben, tu grind, c'est ça. C'est ça, tu grind. Puis ben moi, j'étais le gars qui les accompagnait. Je pense que j'avais commencé à faire mes almanachs, des petits magazines sur l'année dans la lutte au Québec que je faisais français et anglais. Fait que je les amenais avec moi dans des shows puis je les vendais là-bas. Ça se vendait. CZW, Ring of Honor, des places comme ça, Jersey All Pro. Puis comme ça aussi que je me faisais des contacts. Puis tu sais, je voyais des lutteurs d'ailleurs, les promoteurs. Puis tu sais, moi, je suis beaucoup un gars de contact dans la vie. Là, puis ces contacts-là m'ont suivi tout
depuis ce temps-là. Fait que ouais, ça remonte déjà à pas loin de 20 ans, certaines de ces histoires. On connaît bien Kevin Owens, Sami Zayn.